réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Un peu plus tôt aujourd'hui, le service de police de la Ville de Montréal et son chef Fadi Daguerre ont tenu un point de presse. L'idée, c'était un peu de rassurer la population face à l'augmentation de crimes violents qui sont commis par très souvent des jeunes, des adolescents à 14, 15, 16 et 17 ans. On l'a vu il y a quelques semaines, il y a un jeune de 14 ans qui a perdu la vie après avoir attaqué un local des Hells Angels en Beauce. Ce sont aussi des jeunes qui ont tiré des coups de feu sur l'immeuble où se trouvent les bureaux d'Émile Benamar. Émile Benamar, c'est cet avocat propriétaire des immeubles qui ont passé au feu, notamment celui de vendredi dernier dans le vieux Montréal. Alors, beaucoup de questions se posent. Je reçois avec plaisir aujourd'hui le commandant Francis Renaud, qui est chef de la division du crime organisé pour le SPVM. Il était aux côtés de Fadi Daguerre aujourd'hui. Commandant Renaud, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Commandant Renaud, je vais d'abord vous lancer avec cette déclaration ou cette question que posait Paul Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a demandé une question que beaucoup de Québécois ont en tête. Est-ce qu'on a perdu au Québec le contrôle sur les gangs de rue? Non, M. Quentin, on n'a pas perdu le contrôle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la criminalité est changeante. Puis ça, on est aux premières loges pour vous le dire. On a plusieurs équipes qui sont sur le terrain, en particulier nos groupes qu'on appelle les collectifs. Les collectifs, c'est une nouvelle façon d'enquêter ces gangs de rue-là. Ce qui est inacceptable, par contre, c'est l'âge. Je pense que c'est ça qui frappe l'imaginaire, M. Quentin. Puis, j'ai pas peur de le dire, là, je suis moi-même parent là, de jeunes enfants, puis on est tous un peu anxieux de quel chemin va prendre nos enfants. Puis, un des messages forts du directeur aujourd'hui, puis moi-même, en fait, là, c'est que ces enfants-là de 14-15 ans, il est pas trop tard. Il est vraiment pas trop tard, puis il faut les avoir à l'œil, il faut les surveiller. Puis quand je dis ça, c'est pas nécessairement de façon policier. Donc le message s'adressait aux parents. On veut que les parents soient attentifs à certains signes que les enfants peuvent démontrer. Des heures d'arrivée à la maison plus tardives. Ils s'absentent d'école, les jeunes dans mon temps disaient on fuck l'école, ces trucs-là, des nouveaux amis. Où on rentre avec une nouvelle paire de baskets à $300 la copie, là, que c'est pas les parents qui ont acheté, mais posez-vous des questions. Là, c'est le premier rempart. Puis surtout, quand on vient frapper à votre porte comme service de police, nos enquêteurs, nos collectifs, puis qu'on vous dit que vos enfants ils prennent des mauvaises tangentes, ben peut-être on fait face souvent à du déni. Hein. Je dis souvent, mais c'est pas dans tous les cas, là, mais on peut faire face à du déni. On vous tend la main à ce moment-là pour travailler avec nous, pour travailler avec les ressources. Mais il y a beaucoup de gens, commandant Renaud, là, quand ils voient un policier arriver à la maison, même si ce policier-là est plein de bonne volonté, ils ne percevront pas la visite comme ça. Ils vont dire « Ah, un policier qui arrive, mauvaise nouvelle ». Oui, vous avez bien raison. C'est pour ça qu'on a adapté notre modèle qui est unique au Québec, là, les collectifs. Puis on y va avec des agents de prévention maintenant. Croyez-le ou non, c'est le commandant du crime organisé là, qui a une facette beaucoup plus répressive dans la police qui vous dit que cette façon-là, ça fonctionne. Pour certains de nos jeunes, ça fonctionne. Puis il faut le garder, ce modèle-là. Puis on arrive, oui, en uniforme, on arrive aussi habillé en civil avec des agents préventionnistes qui, leur créneau, c'est de travailler avec justement ces mamans-là puis ces papas-là qui sont des fois dépourvus, puis de mettre en branle tout ce qui vient en arrière, c'est-à-dire de prendre les bonnes ressources pour venir vous aider. Bon, vous dites vous dites, commandant Renaud, que le modèle fonctionne. Mais n'importe qui lit les nouvelles, qui regarde à la télévision, écoute un bulletin de nouvelles à la radio, va se dire, OK, peut-être que ça fonctionne, je vais croire notre service de police, mais d'un autre côté, l'impression que j'ai en prenant connaissance des nouvelles, c'est que le modèle fonctionne pas. Il semble avoir une recrudescence de gestes violents commis par des jeunes. Alors, comment on fait pour balancer ça? Bien, il faut être à l'affût, puis justement, vous dites balancer, puis j'aime le mot que vous venez d'utiliser. C'est comme la balance entre la prévention et la répression. Il faut être à l'écoute de ces jeunes-là qui sont rescapables. Je vous dis, ils sont rescapables. Ce qui frappe vraiment, c'est l'âge. On n'était pas habitué à ça au Québec, de voir des jeunes de 14-15 ans impliqués dans des infractions reliées au crime organisé. Puis ça, c'est préoccupant, c'est inacceptable. C'est inacceptable de la part des gens qui utilisent cette jeunesse-là en le laissant miroiter
Des fois, c'est de l'argent. Des fois, c'est de la notoriété. Puis, je compare ça des fois avec le phénomène des jeunes filles qui peuvent embarquer puis ils vont faire de la traite humaine, qui vont travailler pour un pimp ou quelque chose comme ça. Mais là, nos jeunes gangs de rue, ils se font attirer, ou nos jeunes de la rue se font attirer par des vrais gangs de rue. Puis c'est ça qu'il faut qu'on reste à l'affût. Avec l'ensemble des partenaires qui travaillent là-dedans, on n'est pas tout seul. Est-ce que vous croyez véritablement, au fond de vous-même, qu'il est possible de diminuer l'influence des gangs de rue qui semblent en pleine expansion? Moi, je veux dire qu'il est possible. Puis je suis très honnête avec vous. C'est possible. Puis au-delà de cette possibilité-là, c'est une nécessité. OK? Puis je vous mentirais pas. Est-ce qu'on va réussir à tout freiner? La réponse est non. Puis on n'est pas meilleur qu'un autre là, ici au SPVM. Puis jamais au grand jamais qu'on va éradiquer le commerce de la drogue à Montréal. C'est impossible. On n'arrivera jamais à ça. Par contre, notre travail, c'est de diminuer puis d'aider ceux qui peuvent être aidés puis de rescaper ceux qui peuvent être rescapés. Dans tous les sens du mot. Là. Commandant Renaud, bien sûr, un des messages aujourd'hui du service de police de la Ville de Montréal, ça s'adressait aux parents. On vient d'évoquer la question. L'autre message, il était destiné aux commerçants, souvent des restaurateurs là, qui sont visités par des individus criminalisés qui exigent une taxe de surveillance, une taxe de protection, entre guillemets. Bref, c'est de l'extorsion pure et simple. On a vu encore une fois des exemples. Là. Il y a même des gens qui lient potentiellement l'incendie de vendredi dernier dans le Vieux-Montréal à ce phénomène-là. Est-ce qu'on est capable également de mettre un frein à ça? L'extorsion, c'est pas nouveau, hein. On utilise le mot pizzo. Pourquoi le pizzo? C'est italien. C'est quand justement la mafia italienne, c'était leur marque de commerce. Présentement, ce qu'on voit à Montréal, c'est qu'il y a plusieurs organisations criminelles qui s'adonnent à de l'extorsion. L'extorsion, pour que l'auditeur y voit clair aussi, c'est l'utilisation de menaces ou de violences pour faire quelque chose à quelqu'un. Alors, on utilise des manigances, des menteries, la violence, puis c'est pour ça qu'on voit des fois des incendies ou des décharges d'armes à feu. Les commerçants, le message qu'on leur passe, c'est on vous tend la main. Puis, tu sais, ce qu'on voit en crime organisé, c'est que des fois, ces commerçants-là, on a des honnêtes commerçants dans nos rues ici à Montréal, puis dans nos propriétaires d'établissements licenciés. Puis on a aussi des propriétaires qui peuvent avoir certains liens avec le crime organisé. Maintenant, le message qu'on veut passer, c'est peu importe de quel côté que vous êtes, on vous tend la main. On vous tend la main, oui, pour vous écouter, puis on va regarder si on peut aller de l'avant devant les tribunaux puis accuser quelqu'un. Mais on est prêt aussi à vous écouter si vous avez d'autres choses à dire. Si vous voulez moins vous impliquer en matière des tribunaux. Parce que ce créneau-là d'infraction, souvent, c'est dans le crime organisé, ça joue là-dedans, puis on a peur des répercussions, puis nous autres même, on peut être liés d'une certaine façon. Faut faire attention. Mais ça, les experts de contenu avec qui je travaille, puis mes gens sur le terrain sont très bien au fait de ça. Bon, vous dites aux commerçants, si vous êtes approché là, par un individu criminalisé qui exige une pizza, une taxe quelconque, appelez-nous le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont le faire parce qu'ils risquent d'avoir peur, là, disons les choses franchement, si tout à coup le milieu criminel sait qu'un restaurateur ou un autre commerçant a appelé la police pour venir en aide, les répercussions seront peut-être encore plus graves pour lui et donc c'est ce phénomène-là aussi qui est inquiétant? Oui, le phénomène est inquiétant. Par contre, on va les accompagner. On a vu neiger, on va dire ça comme ça. Faites-nous confiance, puis on visite, on fait plusieurs rencontres au service de police, qui n'est pas nécessairement pour aller arrêter des gens ou les traduire devant la justice. On fait plusieurs rencontres pour faire comprendre à certaines personnes qui devraient arrêter de faire ce qu'ils font, puis ça serait mieux pour tout le monde. Fait que souvent, on a un message qui est fort, un message qui est clair, puis c'est jamais bon pour une organisation criminelle quand les policiers du crime organisé ou tout autre policier au service de police commencent à s'intéresser pas mal à leurs ajustements. C'est jamais bon pour leurs affaires, on va dire ça comme ça. Pensez-vous que vous allez avoir plusieurs appels au cours des prochains jours à la suite de votre communication d'aujourd'hui? Je pense que oui. Puis, on parle d'appel, mais on a aussi les gens d'Eclipse qui se promènent dans ces établissements soir après soir, puis se donnent de l'information aussi. À chaque soir qu'ils travaillent, on reçoit des informations. On a les équipes de la moralité, puis on a les patrouilleurs de chaque PDQ aussi, que ce soit à pied, à vélo ou même les patrouilleurs en voiture. Eux autres aussi sont bien enclins à recevoir n'importe quelle information que nos amis, les commerçants, pourraient nous donner. Merci beaucoup, commandant Renaud.
Merci, M. Quentin. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Le commandant Francis Renaud est chef de la division du crime organisé pour le service de police de la Ville de Montréal. Je le rappelle, aujourd'hui, le commandant Renaud accompagnait le chef de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre. Les deux ont lancé un certain nombre d'appels. Il y a une recrudescence des crimes, notamment commis par les plus jeunes. C'est une situation inquiétante qui a rebondi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, le SPVM a voulu agir pour essayer de rassurer la population. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Ce matin, le chroniqueur du Journal de Montréal, Richard Martineau, a annoncé être atteint d'un cancer de la prostate sans symptômes. Son cancer a été détecté à la suite d'une prise de sang de routine. Alors, il va se faire opérer dans les prochains jours. Et heureusement, les chances de guérison sont très élevées, autour de 90%. Alors, une circonstance très difficile pour sa famille. Et lui, j'en profite pour souhaiter à Richard bon courage dans cette circonstance très éprouvante. Et Richard lance un appel aux hommes d'aller se faire tester, même si l'examen peut être un peu désagréable. C'est toujours un bon conseil. Et quelqu'un qui va vous le dire, oui, que c'est un bon conseil, c'est le docteur Jean-Pierre Routy. Le docteur Routy est médecin au service d'hématologie et d'immunodéficience de l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Et il vient, là, ces jours derniers, de publier un livre qui s'appelle Intrigante prostate, un médecin face à son cancer. Docteur Routy, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Routy, vous êtes médecin, vous soignez les gens et là, un jour, la nouvelle vraiment terrible est tombée. Vous avez réalisé, à la suite d'un diagnostic, d'un autodiagnostic, que vous souffriez d'un cancer de la prostate. Un peu comme Richard, j'ai fait moi-même le test et il avait augmenté, il était devenu supérieur à 4 et donc il y avait un risque d'avoir un cancer et comme lui, je n'ai rien senti, c'était juste un changement de chiffre sur un écran, mais qui m'a poussé à aller voir mon urologue et après la biopsie, l'imagerie, eh bien, il a fallu enlever la prostate. Donc, je suis passé à travers un certain nombre d'étapes qui s'ouvrent aussi à Richard. Et ce qui est intéressant dans votre livre, Dr. Routy, c'est que vous évoquez ces étapes-là, et notamment le choc. La première étape, je pense que c'est le choc. Vous posez la question, moi, je suis habitué de soigner des gens, mais là, maintenant que le malade, c'est moi, comment je vais me comporter? Comment vous êtes-vous comporté? Bien, d'abord, on ne le sait pas, et on est d'abord... pas comme vexé, mais de dire oui, parce qu'on pense toujours c'est les autres, c'est un peu des maladroits, c'est un peu des gens inattentifs. Et quand c'est soi et qu'on n'a pas ni trop bu, ni trop fumé, ni trop fait des choses extravagantes, on dit pourquoi, alors que j'ai suivi tous les conseils de prévention qui sont surtout pour le cœur, pour le cardiovasculaire, on se retrouve avec une tumeur et dans ma famille, personne avait eu des cancers, ils avaient eu des infarctus du cœur, mais donc ça a été un étonnement d'avoir ce type de cancer. Alors évidemment, c'est moins grave que d'autres, donc c'est une assez bonne nouvelle, comme dit Richard, mais d'un autre côté, on rentre dans la famille des gens qui ont un cancer et ça change tout dans l'entourage, dans le milieu de travail, puisque moi aussi je l'ai officiellement annoncé là où je travaille à l'hôpital Royal Victoria. Et donc c'est l'incertitude de ce qui va vous arriver qui fait peur. Et cette peur, est-ce qu'elle vous a habité longtemps? Le plus peur, c'est de dire, bon, j'ai un mal, on peut l'enlever. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est que la date de la chirurgie soit repoussée, soit parce que le bloc n'était pas prêt, soit parce qu'il y aurait eu un patient en urgence qui était beaucoup plus grave et d'être repoussé. Donc, une fois qu'on accepte le diagnostic, on vous dit, il faut vous faire opérer ou faire les rayons. Et j'ai choisi l'opération, les deux sont à peu près équivalents comme efficacité. C'est de dire, je veux y aller et je veux tourner la page. Et d'attendre, c'est vraiment difficile et heureusement, ma date n'a pas été changée. Bon, vous le dites là, dans votre livre, la prostate est située, là je vous cite, à un carrefour stratégique à cheval sur le monde urinaire et celui de la reproduction. Alors ça apporte une difficulté très particulière.
Oui, c'est qu'on a beaucoup parlé chez les femmes du cancer du sein et du changement esthétique et de l'image sexuelle ou sexuée de la femme. Pour l'homme, c'est sûr que l'érection, ça lui fait pas plaisir de plus avoir sa prostate. Il y a des degrés très variables d'une personne à l'autre et en fonction de l'âge, mais on s'en prend quand même un petit peu sur notre virilité. Et ça, psychologiquement, c'est très dur. Si on est un peu plus âgé, je pense que c'est un peu plus facile. Si la personne est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a un effet d'âge. Et aussi de dire qu'à certaines performances, on est moins performant, on court moins vite que plus jeune et il faut l'accepter. Alors si on est en couple, c'est peut-être un peu plus facile que quelqu'un qui chercherait un nouveau partenaire. C'est sûr que ça n'aide pas. Vous dites que le cancer de la prostate, et ça m'a fait sourire comme expression, c'est un peu le cancre des cancers. Vous dites, ça me fait penser à la planète Pluton là, qui vient de perdre justement son rang de planète au sein de notre système solaire. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comme un oxymore, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le mot cancer qui fait peur et prostate, c'est le cancer des vieux, le cancer des sénateurs, des gens qui vieillissent. Et souvent, comme l'a dit Richard dans son interview, on meurt souvent d'autre chose. C'est pour ça que le dépistage est très important pour des hommes jeunes. Quand on parle de prostate, c'est moins de 70 ans. Si on a 90 ans, ça c'est très peu utile et il y a très peu de bénéfices de se faire dépister. Mais dans la cinquantaine, la soixantaine, et si on a une forme agressive, ça vaut vraiment la peine. La difficulté avec ce cancer, c'est qu'il y a des formes dormantes. On va angoisser la personne, on va faire des biopsies, on va lui faire peur et souvent il se passe rien ou ça reste dans la prostate pendant des années. C'est ça qui est dur à déterminer. Pour moi, c'était une forme agressive, donc au moins c'était une bonne chose que je le fasse, mais on induit des angoisses, parfois inutiles, mais on ne le sait pas à l'avance. Bon, les hommes qui nous écoutent ou encore les gens qui ont un homme significatif dans leur vie, quel est le conseil que vous leur donnez, là? Vous parlez de 50 ans pour vraiment commencer à se faire tester de manière annuelle, j'imagine? Alors, il y a des recommandations québécoises, américaines, internationales. L'idée maintenant, c'est d'offrir à la personne, de dire vous pouvez vous faire dépister avec le risque de faire des biopsies, de faire des traitements qui ne vont pas changer forcément la date de votre décès, ou vous pouvez réfléchir et ne pas le faire. Donc, il y a une certaine idée. Il faut que la personne soit volontaire parce que si c'est élevé, il va falloir faire une résonance magnétique, une biopsie. Puis comme il dit que ça lui rappelle, la métaphore c'est la caverne de Lourdes, il en a utilisé une autre, mais c'est sûr que dans cette zone-là, on n'aime pas trop voir des tubes ou des doigts se placer. Donc il faut quand même être prêt, si vous voulez, à recevoir l'annonce, si elle est positive, de faire la continuité des tests. Mais pour moi, et je le dis aux résidents, dans mon cas, ça a été une très bonne chose que je me dépiste. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, les choses vont bien. Il y a évidemment quelques séquelles qui sont détaillées dans le livre pour ceux qui liront Intrigante prostate et des solutions pour surmonter ces difficultés post-opératoires. Mais qu'on rentre aussi dans pas d'un vieillissement, mais on est quand même quelqu'un d'un peu différent. Les choses sont arrivées, les trucs qu'on considère pour les autres vous arrivent à vous, donc ça amène un certain réflexion sur la vie, réflexion qu'on n'est plus un jeune premier, et quand même ça demande une petite adaptation qui prend 1 an ou 2. Et pour moi, la littérature, la cuisine sont peut-être des formes d'ouverture sur un âge un peu plus mature qu'avant la chirurgie. Alors, docteur Routy, je n'ai pas goûté vos plats préférés, les plats que vous cuisinez. Par contre, j'ai lu votre livre. C'est agréable à lire, même si le titre Intrigante prostate, là, on va se le dire franchement, c'est peut-être pas le premier livre sur lequel on va se lancer dans une librairie, mais ça vaut la peine. Et si vous avez quelqu'un qui est aux prises avec une problématique comme celle-là, je pense que c'est un livre qui peut être très, très utile. Bravo de l'avoir écrit. On est content de savoir que vous allez mieux. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, M. Quentin. Bonne journée. Le docteur Jean-Pierre Routy est médecin au service d'hématologie et d'immunodéficience de l'hôpital Royal-Victoria de Montréal. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Une annonce importante du gouvernement du Québec aujourd'hui qui a déposé le projet de loi 74. L'objectif, c'est de légiférer sur les étudiants étrangers. Le ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ministre également de la langue française, est avec nous. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Monsieur Roberge, pourquoi avoir déposé ce projet de loi? Bien, d'abord, il faut un petit peu de contexte. Il faut voir qu'il y a énormément d'immigrants temporaires sur le territoire québécois, plus de 600 000. C'est énorme, là. C'est plus du double de ce qu'on avait il y a 3 ans, puis c'est un sommet dans l'histoire du Québec. Parmi tous ces gens, il y a environ 120 000 étudiants étrangers. Puis encore une fois, c'est beaucoup, là. Il y a 10 ans, en 2014, il y en avait 50 000. Donc, de 50 000 il y a 10 ans à 120 000, c'est une hausse de 140 %. Donc, c'est beaucoup. On veut réduire ce nombre d'étudiants, mais en prenant garde, parce que, quand même, il faut dire, ces étudiants-là, parfois deviennent des importants pour le Québec, parfois permettent de maintenir des programmes en vie, en région. Donc, c'est pas des problèmes pour le Québec, les étudiants. Mais je vous dirais qu'il faut bien contrôler leur nombre et s'assurer que chaque étudiant qui est là deviendra un immigrant ou permet de garder en vie des programmes. Bref, il y a un ménage à faire et c'est pour ça que j'ai déposé ce projet de loi. Bon, le ménage dont vous parlez, il me semble que dans le projet de loi, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est comme si vous vous donniez là, une structure juridique pour agir, mais concrètement, comment vous allez faire ça? Mais vous avez raison, parce qu'en ce moment, le gouvernement du Québec peut simplement dire le nombre total d'étudiants étrangers sur son territoire. Donc, en ce moment, il y en a autour de 120 000. On pourrait dire, l'an prochain, c'est 125 000 ou l'an prochain, c'est 115 000. Mais on n'a pas le droit actuel, en fonction des lois qui nous gouvernent, de dire, par exemple, on va en accueillir plus, mais ce sera des futurs infirmiers, futures infirmières. Ou on va en accueillir moins, mais les programmes qu'on va couper sont des programmes dans lesquels il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas cette possibilité-là, et le projet de loi que je dépose nous permet d'avoir cette agilité-là pour mieux gérer les programmes, les cohortes en région, des étudiants en fonction des besoins qu'on a au Québec. Monsieur Roberge, vous avez évoqué des dérapages récents là, dans un établissement privé où le nombre d'étudiants internationaux a augmenté de manière fulgurante, mais vous n'avez pas voulu identifier ce collège-là ou cette institution-là. Pourquoi? Bien, on va prendre garde en ce moment parce qu'on fait nos analyses et puis il faut adopter le projet de loi avant de le mettre en œuvre. Mais effectivement, j'ai donné un exemple d'un dérapage. Il s'agit d'un collège privé de formation professionnelle où il y a eu une hausse en 7 mois, je pense, ou 16 mois, de 1392 %. Donc presque 14 fois plus d'élèves en 16 mois, 17 mois. On voit que dans certains cas, les étudiants étrangers sont pas vus par certains établissements comme des gens qui viennent apprendre, mais plutôt comme des gens qui viennent s'acheter la résidence québécoise, canadienne, s'acheter la citoyenneté. D'ailleurs, il y a des étudiants qui sont pas là pour apprendre. Là. Ils disparaissent dans la nature une fois qu'ils atterrissent et qui se présentent une première fois dans les locaux d'apprentissage. D'ailleurs, on voit même dans certaines écoles, il n'y a même pas assez de locaux pour scolariser tous les jeunes qui sont inscrits. C'est un modèle d'affaires de faire venir des étudiants comme ça. Et c'est comme si ça pervertissait un peu notre système d'immigration. Quand je dis qu'il faut faire le ménage, je pense notamment à ces exemples-là. Bon, ce sont des exemples qui parlent, mais en revanche, M. Roberge, est-ce que ça touche un nombre important de personnes? Là? Parce que c'est sûr qu'une augmentation de 1400 %, ça frappe l'imagination. Mais on parle de 1400 % de quoi au juste? Là? S'il y a 10 personnes, c'est pas la même chose s'il y en a 10 ou s'il y en a 5000. Là. Non, vous avez très bien compris, effectivement, la logique mathématique de l'opération. Mais je peux vous dire qu'avec mon collègue Bernard Drainville, qui est en train vraiment d'étudier le réseau, parce que ça touche pas seulement le réseau d'enseignement supérieur, ça touche aussi les centres de formation professionnelle, surtout privés. On parle quand même de plusieurs milliers de personnes, Monsieur Quentin. Ceci dit, il peut y avoir aussi, dans des cégeps et des universités,
dans certains cas, des grandes cohortes d'étudiants étrangers qui arrivent dans des secteurs, dans des programmes où il n'y a pas vraiment de pénurie de main-d'œuvre, puis où les programmes ne sont pas menacés. Donc, dans ces situations-là, il faut se poser la question, avec la pénurie de logements qu'on a au Québec, est-ce qu'on a besoin de centaines d'étudiants qui arrivent ici, qui viennent étudier un certain temps, qui ne resteraient pas au Québec et qui, de toute façon, s'ils restaient, seraient au chômage parce qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et on va faire ces analyses-là, mais faire ces analyses-là sans adopter le projet de loi, ça serait inutile. Parce qu'il n'y a que ce projet de loi-là qui va nous donner l'agilité d'être capable d'y aller cohorte par cohorte, région par région. Monsieur Roberge, pour lutter contre ce surcroît d'immigration, est-ce qu'on est en droit de penser que le gouvernement Legault a ciblé l'éducation comme premier secteur d'intervention? Parce que c'est la deuxième mesure forte que vous annoncez. Là. Il y a quelque temps, il y avait tout ce projet qui a été adopté pour compliquer, augmenter les frais de scolarité des gens qui viennent étudier de l'étranger, soit d'ailleurs au Canada ou de d'autres pays, dans les universités anglophones du Québec. Bien, ce dont vous me parlez, c'est une question qui est complètement différente. On est à peu près à 1 an avec ma collègue Pascal Derry, on annonçait des augmentations pour la scolarité pour des étudiants étrangers ou des étudiants canadiens, particulièrement ceux, je dirais, qui venaient étudier dans des institutions anglophones. On voyait qu'il y avait vraiment un déséquilibre entre le financement de nos universités anglophones et francophones. Il fallait rééquilibrer parce que c'est pas normal que la formation soit mieux payée et donc de meilleure qualité dans certaines institutions anglophones qu'aux francophones. On est au Québec, une nation francophone, puis c'était le temps de rééquilibrer le réseau. Là, ce qu'on amène, c'est quelque chose qui est différent. C'est une question du nombre d'étudiants sur le territoire québécois, des étudiants étrangers, en fonction de notre capacité d'accueil, en fonction de nos besoins de main-d'œuvre, puis en prenant garde, surtout, de ne pas fermer des programmes en région, parce qu'il faut quand même le dire, c'est assez fréquent que la présence d'étudiants étrangers dans des programmes en région permet de conserver ces programmes-là ouverts et donc permet à des étudiants québécois d'aller au bout de leur rêve et d'étudier dans leur région. On ne veut pas mettre ça en péril. Monsieur Roberge, votre premier ministre François Legault a suscité beaucoup la controverse lors du séjour, de son récent séjour à Paris avec ses propos sur l'immigration. J'ai même senti à un certain moment que vous êtes venu un peu pour essayer de remettre de l'ordre, préciser un peu ce qu'il voulait dire. Quelle idée ça donne de la réputation du Québec là, face à l'immigration, tout ce qui s'est produit dans les 7 derniers jours? Bien, je pense que la réputation du Québec n'est pas mise à mal parce qu'écoutez, au moment où on se parle, il y a énormément d'étudiants étrangers sur le territoire québécois. Puis oui, on veut faire une réduction, mais comme je vous l'explique, là, on va être modéré, on va être ciblé, on va être précis. Là, il ne s'agit pas d'évacuer les étudiants étrangers du territoire, au contraire. Ensuite, il faut voir qu'au Québec, on accueille un peu plus de 50 000 immigrants permanents, des nouveaux Québécois, à chaque année. Et c'est ce qui s'en vient là, pour la prochaine année encore. C'est plus, en comparaison, en fonction de notre poids relatif, c'est plus qu'aux États-Unis, c'est plus qu'en France, toute proportion gardée, c'est plus qu'en Angleterre. Je pense que les gens au Québec sont très accueillants, puis je pense qu'on a une bonne réputation à l'international. Ceci dit, on veut faire notre part. On ne veut pas faire plus que notre part. On ne veut pas d'exagération. Et de l'exagération, il y en a avec le nombre de demandeurs d'asile où on en reçoit le double de ce qu'on devrait recevoir. Donc, il faut être ouvert, accueillant, mais il ne faut pas être bonasse quand même. Il ne faut pas être bonasse, j'en conviens, mais d'un autre côté, si on est un immigrant au Québec à l'heure actuelle puis qu'on entend les propos du premier ministre, est-ce qu'on se sent bien accueilli selon vous? Bien, je pense que les gens font la part des choses, de dire justement qu'on veut continuer d'accueillir notre part. Il faut dire que quand le premier ministre dit, écoutez, 160 000 immigrants temporaires, en fait, demandeurs d'asile, c'est le double de notre poids relatif, mais il dit aussi qu'il est prêt à en garder 80 000 sur le territoire québécois, ce qui est énorme aussi. Il n'y a aucune autre province canadienne, peut-être à part l'Ontario, qui a autant de demandeurs d'asile sur son territoire. Donc, alors, si le Québec n'est pas tolérant, qu'est-ce qu'on dirait des autres provinces? On en a beaucoup plus que les autres. Et je ne lance pas la pierre à personne. C'est juste que je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Comme je l'ai dit,
Alors, on va continuer d'avoir des travailleurs étrangers temporaires, on va continuer d'avoir des étudiants étrangers, on va continuer d'accueillir des demandeurs d'asile, mais en fonction de notre capacité d'accueil. Ça, je pense que les Québécois et les immigrants le comprennent très bien. Merci beaucoup, M. Roberge. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À une prochaine. Jean-François Roberge est ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Il est également ministre responsable de la langue française. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. On a été abandonnés. Je comprends vraiment rien. Personne ne va venir. Un événement apocalyptique vient de se produire. C'est la fin tragique, mais méritée, de notre espèce. On vous a troublé dans votre sommeil. Courez! Tu as l'air dingue. Catherine, c'est la bande-annonce du film Rumeur qui met notamment en vedette Roy Dupuis. Oui, Rumeur, qui avait été présenté au Festival de Cannes. J'avais eu la chance de croiser Roy Dupuis pendant qu'on était là-bas. Film réalisé par Guy Maddin et Evan et Galen Johnson. 3 réalisateurs quand même pour un film. Bonjour Roy Dupuis. Bonjour. Salut, bienvenue en studio. Roy, c'est un film qui se déroule pendant une rencontre du G7 où les chefs d'État se rencontrent et c'est un film, en fait, c'est une rencontre très, très intime dans un pavillon dans la cour de la maison d'État de la chancelière qui est jouée par Cate Blanchett. Et tranquillement, pas vite, le film va virer au cauchemar. Ça va devenir un film d'horreur, un peu comédie, mon Dieu, peut-être années 80 là, dans la facture. Mais ça tourne vraiment et c'est un film complètement flyé. Je suis pas sûre que j'ai tout compris ce que j'ai vu dans le film. C'est flyé, mais en même temps, c'est le film le plus conventionnel de Guy Maddin. Qui est un Donc, c'est vraiment un film avec un début, un milieu puis une fin. Puis comme tu dis, oui, il y a un aspect horreur, mais on rit aussi beaucoup. Ouais, c'est étrange. Une comédie. Ouais. Puis c'est ça, c'est un film qui est surprenant, qui est plein de surprises. Genre d'affaires que j'aime, moi. Quand on est arrivé avec le scénario puis qu'on t'a dit, ça te tente-tu de jouer le premier ministre canadien dans un film comme ça? C'était quoi les codes qui te parlaient, qui t'ont aidé en fait à dire oui? Parce que je sais qu'au début, tu avais dit non. Ouais, au début, c'est ça, j'ai lu le scénario, je l'ai rappelé, j'ai dit que j'adore le scénario, mais je suis pas le bon gars, là. Je suis tanné de jouer des émotions. Ça faisait 3 ans que je me promenais avec Christophe dans Cœur battant. C'était comme mon personnage était émotif du début à la fin dans Rumors. Oui, c'est une satire, mais il faut quand même que tu joues les émotions. Puis je sais pas, je me sentais pas, ça me tentait pas. Fait que j'étais bien honnête, même si j'adore ce genre de cinéma, même si c'est le genre de projet que je préfère faire, j'ai dit non, puis c'est ça, on m'a raccroché, puis pendant 4 jours, le personnage m'a hanté, si on veut. Il est devenu de plus en plus présent, puis je l'ai rappelé au bout de 4 jours, puis j'ai dit, là, s'il n'est pas trop tard, je le ferai, parce que ça a l'air que je suis déjà en train de le travailler. Puis les codes, c'est ses codes à lui. Je veux dire, c'est unique. Là. On parle de... c'est du Guy Maddin avec Evan et Gallum. Mais quand tu dis c'est du Guy Maddin, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le réalisateur, quand tu dis ça, ça veut dire... C'est quoi son style, selon toi? Il n'y en a pas. Le premier projet que j'ai fait avec lui, qui est Forbidden Room, où on a tourné 3 jours... où ça a été probablement les 3 plus beaux jours de tournage de ma vie. On tournait dans un petit studio ici à Montréal. Les montagnes étaient faites en papier mâché. Je faisais semblant de marcher, puis c'est des arbres qui tournaient alentour de moi. On commençait chaque jour par une séance de spiritisme pour se faire posséder par notre personnage. Okay. En joke, là. Lui, il filmait tout ça, puis il nous dirigeait en même temps. Donc, c'est un tournage très intime, très petit. J'avais vraiment l'impression d'avoir 5 ans puis de faire des sketchs dans ma cave. Alors que là, on se retrouve à Budapest. C'est un des plus gros plateaux que j'ai vu. J'ai jamais vu autant de monde sur un plateau. Probablement parce que Kate était là, en tout cas. Mais on a quand même juste 23 jours pour le tourner. Puis il y a 20 jours là-dessus qu'on tourne de nuit. Et même Charles Dance, qui en a fait, n'avait jamais fait 20 jours. Qui joue le président américain. Qui joue le président américain, avait jamais fait 20 jours de nuit. Mais Guy, c'est ça, il fait jamais le même genre de film. Mais c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec son écriture, son univers, puis c'est ce que j'appelle un vrai cinéaste, c'est-à-dire qui t'amène là où t'es jamais allé. Bon, tu joues le rôle du premier ministre du Canada. Alors, veux pas, tu as des références dans ta tête. Tu as grandi dans le temps de Pierre-Éliott Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien. Oui, je les ai toutes vues, c'est ça. Toutes vues. Pas toutes, là, mais j'ai quand même 61 ans, fait que je n'ai vu quelques-uns. Puis en plus, les réalisateurs nous ont envoyé des liens pour aller voir des films d'archives. Donc, j'ai vu plusieurs G7. Puis ça, dans le fond, c'est une question de peut-être d'utiliser juste le langage corporel parce que à part ça, on cherchait pas
à identifier un premier ministre en particulier, là, précisément. Là. Donc, j'ai utilisé ça un peu pour les parties plus protocolaires du film, ce qui est à peine le début du film, dans le fond, la photo protocolaire, la façon dont ils se rendent jusqu'au pavillon pour le premier souper, puis ces trucs-là. Fait que, mais attends, c'est un homme à femme, là. C'est un premier ministre qui aime les femmes. Moi, j'avais dans la tête tu parlais de Pierre-Éliott Trudeau à la conférence de presse à Cannes, c'est un womanizer. Non, j'ai dit ça parce que, oui, personnellement, moi, en tant que premier ministre, en tant que personnage, j'ai un petit faible pour Pierre-Éliott Trudeau, mais j'ai pas cherché à jouer Pierre-Éliott Trudeau du tout. J'ai pas ce qu'il faut, je sais pas mon casting, mais c'est juste parce que Pierre-Éliott Trudeau a un charisme incroyable, puis en plus, il paraît que c'est à cause de lui que le Canada fait partie du G7, justement à cause de ce charisme-là. À l'international, c'était une superstar. Mais jamais j'ai essayé. De toute façon, c'était pas ça l'idée du tout du film. Là, je veux dire. Comme je dis, j'ai utilisé un peu le langage corporel des premiers ministres, si on veut, pour le début du film. Après ça, je veux dire, le film, il décolle, puis je veux dire, mon personnage, c'est un adolescent en crise, qui est romantique, qui est passionné, puis comme tu dis, pour qui la femme est très importante. Oui, puis les femmes de caractère en plus, ça, j'ai aimé cette réplique-là. Dans la distribution, on a parlé de Cate Blanchett, il y a Denis Ménochet, Alicia Vikander, Charles Dance, on l'a nommé. Ce sont pas mal des grandes vedettes, en tout cas du monde du cinéma qu'on connaît. Quand on arrive sur le plateau, l'ambiance est comment entre vous, dans vos répétitions, dans les scènes? Ben, c'est tous des très bons acteurs qui sont là pour les bonnes raisons. Là. Ça se voit tout de suite. On a quand même eu une semaine et demie, presque 2 semaines de travail de table où finalement on lit le texte, on pose des questions. Parce que déjà, le scénario est particulier. On avait déjà beaucoup de questions à poser aux réalisateurs qui, des fois, nous donnent des réponses. Des fois, ils n'en ont pas vraiment. C'est à nous de... Il y a quelque chose de très... Je pense que quelque chose qui est important pour Guy Maddin, c'est la liberté. Il y a quelque chose de... Il aime qu'on soit libre. Donc, il nous dirige pas vraiment. Et donc, cette équipe-là de bons acteurs, de grands acteurs, finalement, ça fait juste... Travailler avec des bons acteurs, ça te rend juste meilleur, c'est tout. Mais il y a personne qui... Puis tout le monde était là pour l'histoire. Tout le monde aimait l'histoire. Tout le monde reconnaissait que ça, c'était une histoire qui est riche, qui est artistique. C'est un cadeau pour les acteurs. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui refuseraient de travailler dans un projet dans ce genre-là. Puis c'est pour ça, justement, que tu retrouves des noms comme Kate, Charles. Mais tu sais, Denis Ménochet, je l'ai vu faire toutes sortes d'affaires. Toi, je sais que tu aimes ça, aller dans l'expérience, puis d'aller dans des choses nouvelles. Mais Cate Blanchett, on l'a vu faire beaucoup de films commerciaux. Fait que quand moi, je l'ai vu, là, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme un alien parmi des aliens. J'ai été très surprise de savoir qu'elle avait accepté. Elle fit là-dedans... parfaitement. C'est vraiment un très beau rôle pour elle. Puis elle est vraiment très bonne. Puis elle a été vraiment généreuse. Puis elle rigolait, là, je veux dire. C'était amusant. Mais c'était très... Je veux dire, l'équipe, le cocon s'est formé assez rapidement. En plus, comme je te dis, on tournait de nuit. Puis c'est prône à ça, là. Je veux dire, c'est comme de tourner 20 jours de nuit. On était tout le temps les 7 acteurs ensemble. Fait que ça a vraiment créé une espèce de climat de famille où elle est devenue la mère à quelque part. Parce qu'en plus, après, elle a joué le rôle du pays hôte. On joue plus des pays. Ouais, des pays que des premiers ministres et des présidents. C'est plus ça le concept. Oui, tu as eu des rôles absolument formidables tout au long de ta carrière, mais quand tu es rentré tantôt dans le studio, je peux pas m'empêcher de te revoir en Maurice Richard, qui a été un film marquant, je pense, au Québec. Je l'ai fait écouter à mes enfants. Je trouve que c'est un film qu'il faut voir quand on est québécois. Est-ce que tu en conserves un bon souvenir de ce film-là? Ben oui, c'est un des films importants que j'ai fait. C'est une des personnes importantes que j'ai rencontrées. Je l'ai rencontré, Maurice. Puis, c'est quelqu'un qui m'a toujours touché. J'ai toujours compris. On avait fait un projet, c'est là où je l'ai rencontré avant, qui est une espèce de semi-documentaire, là, où Maurice est encore en vie, puis c'est là que j'avais rencontré, j'étais allé chez eux, puis on est même allé voir des games d'hockey ensemble. Ça a vraiment cliqué, moi puis lui. Puis c'est vraiment, j'ai vu mon père. Mon père était le même genre d'homme que Maurice, la même époque, un peu où, justement, le Canadien français était considéré comme un citoyen de 2e classe, puis c'était mieux de te fermer la gueule comme ça, t'avais moins de problèmes. Fait que c'était le même, ce genre d'homme-là. Fait que j'ai reconnu ça tout de suite chez lui. Fait que, puis vous avez cliqué ensemble? Oui, facilement. On se comprend. Enfin,
On dit que je suis quelqu'un de peu de mots. Là. Je pense que je parle beaucoup. Là, mais... Moi, je t'ai dit ça avant que tu commences ton entrevue. Mais je suppose que oui. Moi puis lui, on je sais pas. Avant qu'on se quitte... Il y avait un petit lien. Oui, juste avant qu'on se quitte, je suis curieuse de savoir, prochain projet, tu t'en vas où? Qu'est-ce qui attend Roy Dupuis? Moi, ce que je demande de la vie, en général, c'est d'être surpris. Fait que t'attends d'avoir un rôle qui va te surprendre? Oui. Okay. C'est ce que je demande d'un scénario. Je veux dire, présentement, je m'ennuie pas de jouer du tout. J'ai beaucoup travaillé. J'ai envie de voyager présentement. Puis on verra. Il va falloir que ça soit le scénario qui me donne qui me réveille, quoi, qui réveille l'acteur, qui me donne envie de jouer. Alors, mais ce que j'aime des scénarios, l'idéal pour moi, c'est quand ça me surprend, quand on m'amène ailleurs. On le souhaite. Écoutez-nous, là, si vous avez un petit scénario pour surprendre Roy, go. Bon voyage, si tu voyages prochainement. Puis merci d'avoir été avec nous. Ça a été une vraie joie. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres. Merci, Roy. Je rappelle le film Rumors et ça sort cette semaine.